Aujourd'hui, on va entamer le dernier chapitre de notre programme, qui est le chapitre 5, qui parle de l'architecture des réseaux mobiles et des services multimédia. On va essayer de balayer tous ces sigles que vous voyez dans ce slide, en partant de la, euh, de la génération ou de la première génération jusqu'à la cinquième génération, avec toutes ces technologies que vous voyez à l'écran, en passant bien sûr par la 2G, la 3G, la 4G, c'est quoi LTE, c'est quoi UMTS, c'est quoi GPRS, c'est quoi GSM. Et on va essayer de balayer toutes ces techniques et bien sûr connaître comment fonctionnent les réseaux mobiles dans les réseaux d'opérateurs. Alors, avant de rentrer dans le principe de base de ces réseaux mobiles, on va jeter un coup d'œil sur l'évolution de ces réseaux dits cellulaires ou bien les réseaux mobiles. On les appelle cellulaires comme on les appelle les réseaux mobiles. C'est la même chose. Cellulaire, c'est par rapport à leur principe de fonctionnement qu'on va le détailler par la suite, parce qu'il est basé sur l'utilisation de plusieurs cellules. Et mobile, parce qu'on a la liberté de se déplacer un peu partout et d'effectuer nos communications et nos transactions réseau d'une façon très libre. Alors, il existe plusieurs générations. Actuellement, c'est la cinquième génération qui est lancée dans quelques pays du monde. Et puis, avec les générations, la différence entre ces générations, c'est les technologies utilisées et bien évidemment l'évolution en matière de débit, l'évolution en matière de services. Chaque génération va nous offrir beaucoup plus de services par rapport à la génération précédente. Alors, la première génération, c'était à partir de 1980. On a vu l'expansion uniquement de la voix. Il y avait des téléphones avec des tailles énormes et il y avait juste le partage de la voix. C'est-à-dire que on va effectuer des communications téléphoniques, pas plus. Le délai de réponse, c'est très lent. La taille de l'outil utilisé, c'est un outil ou un téléphone qui a une taille aussi importante. Et on aura uniquement à véhiculer de la voix dans les canaux de transmission. Alors, après, il y avait le passage vers la deuxième génération. Alors, avec la première génération, il y avait l'utilisation des câbles en cuivre, bien sûr, et du réseau mobile qui est un réseau de base, qui n'est pas un réseau aussi performant que ça. Alors, à partir de 1992, c'est le passage vers la deuxième génération. Et la différence entre ces deux générations, c'est que, en plus de véhiculer de la voix, on va véhiculer des messages. Et ces messages sont de deux types. Ce sont des messages textes, qu'on les appelle les messages SMS, c'est short message, ce sont des messages très courts, avec une taille limitée, bien sûr. Et aussi, on peut véhiculer quelques images en utilisant la technique MMS. C'est Multimedia Message. Un message un peu court, c'est-à-dire que vous pouvez véhiculer une petite image d'une taille très réduite. On peut la véhiculer en utilisant la deuxième génération. Avec cette génération, on a certainement euh, euh, augmenté en matière de débit parce qu'on a ajouté des applications. À chaque fois on va ajouter des applications, certainement on est obligé d'ajouter en matière de débit parce que le débit, c'est le moteur des applications. Si vous n'avez pas de débit, vous ne pouvez pas ajouter des applications. Alors, à cette deuxième génération, il y avait l'augmentation du débit jusqu'à 100 kilobits par seconde.
Et c'est suffisant à l'époque pour faire du transfert de la voix et aussi des textes et quelques images de base. À partir de 2001, bien sûr, vous allez avoir les devices utilisés, c'est-à-dire le téléphone utilisé ou bien l'équipement utilisé qui va être plus sophistiqué par rapport aux générations. On aura à chaque fois des générations avec des téléphones et des devices qui sont plus sophistiqués que la génération précédente. Alors, en 2001, c'est le passage vers la troisième génération. Bien sûr, j'ai oublié de signaler que à la première génération, on utilisait une technologie analogique, c'est-à-dire que le signal sera transmis en analogique. Mais à partir de la deuxième génération, on passait à l'utilisation des signaux numériques, c'est-à-dire que à partir de la deuxième génération, on va numériser les signaux pour les transmettre d'un utilisateur vers un autre et on ne va pas utiliser une technologie analogique. Alors, j'ai dit que la troisième génération, c'est à partir de 2001. C'est une technologie ou une nouvelle technologie qui va, en plus de nous offrir la voix, c'est-à-dire les communications téléphoniques, on va passer à un autre cap, c'est l'envoi des données. C'est l'utilisation des données, c'est-à-dire envoyer des données, où vous avez la possibilité avec la troisième génération d'accéder au réseau Internet, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des données, consommer des données en utilisant cette troisième génération. Bien sûr, le téléphone qui va avec ou l'équipement qui va avec doit être un téléphone sophistiqué qui est doté ici d'un dispositif qui peut se connecter à Internet déjà. Parce que avec la première et la deuxième génération, il n'y avait pas de circuits de connexion Internet. Mais c'est à partir de la troisième génération qu'on a eu ces téléphones ou ces équipements qui vont nous permettre de se connecter à ce service ou à ce réseau qui est le réseau Internet. Et là, vous avez ce téléphone qui est capable de se connecter et récupérer des données et aussi envoyer des données à travers ce réseau Internet. Alors, la vitesse de transfert, ça peut atteindre jusqu'à 2 mégabits par seconde. Et c'est normal parce que on doit avoir ce débit pour faire le transfert des données. Parce que je suis sur une connexion Internet, je suis sur une utilisation d'une connexion Internet. Alors, à partir de 2010, on a passé vers la quatrième génération. Toujours, c'est une technologie numérique. La seule chose ou le seul truc qui a été ajouté, c'est en plus d'avoir des données, en plus d'avoir de la voix et des données, on a ajouté des équipements multimédia et notamment des vidéos. C'est-à-dire comment effectuer, on peut utiliser des réseaux, ces réseaux mobiles qui sont connectés à Internet pour effectuer des appels vidéo tout en se déplaçant. Et aussi, je vais avoir la communication des données qui va être augmentée. Je vais avoir l'augmentation et tout cela va avoir la possibilité, va nous donner la possibilité de télécharger des films, par exemple à haute définition. Et cela, c'est grâce au débit qui est de 1 giga par seconde. Alors, vous allez certainement constater une différence ou une certaine différence entre les débits des réseaux mobiles et des réseaux filaires. Et c'est normal, parce que les réseaux mobiles, vous avez une propagation des ondes électromagnétiques dans l'air, qui est le meilleur conducteur de ces ondes électromagnétiques. Mais par contre, avec les réseaux filaires, vous avez une propagation des données sur un support physique, comme la fibre ou bien le câble en cuivre. Certainement, avec les réseaux filaires, je vais avoir d'énormes débits par rapport au réseau mobile. Déjà, si je vais atteindre 1 giga par seconde, c'est énorme pour les réseaux mobiles parce que vous avez un déplacement dans l'air libre des données sous forme d'ondes électromagnétiques et c'est suffisant pour ceux qui sont qui vont se déplacer
avec ces réseaux. Alors, ça va nous permettre de faire ou d'effectuer des téléchargements d'un film, par exemple, en définition d'une heure en 6 minutes. Si je vais, par exemple, avoir ce débit qui est de 1 giga par seconde, je peux, par exemple, télécharger un film en haute définition, c'est-à-dire HD, qui a une durée de 1 heure, dont uniquement 6 minutes sur mon device. Et c'est très énorme, c'est énorme parce que la quatrième génération va nous offrir une possibilité énorme de manipuler ces types de données et ces types de vidéos. Alors après, c'est le passage vers la cinquième génération qui a été prévu pour 2020, c'est-à-dire notre année ou l'année actuelle. Ça a été lancé dans des pays comme la Chine par exemple ou d'autres. Et là, vous avez cette cinquième génération qui va ajouter en plus de la voix, des données et des vidéos, on va ajouter tout ce qui est objet connecté. Tout ce qui est connectable, on peut l'ajouter sur la cinquième génération et c'est pour avoir toute une intelligence, tout un réseau qui sera connecté. Bien sûr, les applications vont certainement augmenter. Je vais avoir tout ce qui peut être connecté à un réseau, tout ce qui est connectable, on peut le connecter en utilisant cette cinquième génération. Bien sûr, j'ai besoin d'un débit qui va être beaucoup plus consistant. Et là, je suis en présence d'un débit qui peut atteindre jusqu'à 20 gigabits par seconde. C'est énorme dans un réseau mobile d'avoir 20 gigas par seconde dans un réseau mobile et c'est très suffisant pour effectuer les applications que vous avez ici sur le slide. Vous avez tout ce qui est voiture connectée, tout ce qui est réseau intelligent, tout ce qui est, par exemple, service numérique dans le domaine de la médecine, c'est la télémédecine, comme c'est le cas actuel. Vous ne se déplacez pas, par exemple, pour effectuer une consultation sur un médecin. Vous allez juste envoyer vos données, vos trucs sur le réseau d'une façon très simple et vous aurez le diagnostic via la télémédecine et même il y a des opérations qui vont s'effectuer à distance. Vous avez aussi des applications comme les maisons intelligentes et tout ce concept va rentrer dans le concept de Smart Cities, c'est-à-dire avoir plusieurs objets connectés pour avoir des villes intelligentes où tous les objets seront connectés, les maisons seront connectées, les devices seront connectés. Et on aura juste à manipuler ces trucs ou ces applications en utilisant un seul équipement comme par exemple une simple tablette ou un simple téléphone pour par exemple ajuster la température de votre maison. Vous avez juste à appuyer sur un bouton sur votre tablette ou sur votre téléphone et vous allez avoir une régulation de la température ou allumer une chose, quoi que ce soit, à distance. Et tout cela est possible grâce au débit qui est offert par la cinquième génération, qui peut atteindre jusqu'à 20 gigabits par seconde. Et réellement, avec ce débit-là, on peut effectuer des actions en temps réel, c'est-à-dire avoir la possibilité de commander plusieurs applications avec un simple clic sur votre équipe. Alors, ça, c'est les générations ou la différence entre les générations, depuis la première jusqu'à la cinquième. Juste un seul mot pour la différence entre ces générations, c'est à chaque fois, pour résumer la différence, c'est à chaque fois, on va ajouter dans chaque génération une application supplémentaire. On va garder bien sûr l'application précédente, pourquoi pas l'améliorer, comme par exemple la voix. C'est pas la même chose que la voix de la première génération qu'avec la cinquième ou la quatrième. Je vais passer par exemple pour une voix classique analogique sur la première génération à une voix IP par exemple pour la quatrième génération ou la cinquième génération. C'est-à-dire que je vais avoir ou garder l'application de base, pourquoi pas l'améliorer, et aussi ajouter à chaque fois des applications. Et tout cela n'est possible qu'avec l'augmentation du débit. Je vais avoir le débit qui va augmenter. Bien sûr, comment augmenter le débit? C'est avoir des équipements adéquats
construire un réseau adéquat basé sur les techniques de pointe en matière de réseau de transmission, en matière d'antenne qui vont me permettre d'acquérir ce débit qui est aussi nécessaire pour effectuer le passage entre les générations. Alors, on va maintenant rentrer dans le principe de base de ces réseaux cellulaires ou ces réseaux mobiles. Alors, le concept de base avec ces réseaux, c'est une division du territoire en un ensemble de cellules. Et là, on va imiter le principe du corps humain. C'est comme si on va avoir le même principe du corps humain, c'est-à-dire avoir des cellules qui sont interconnectées et adjacentes. On va l'effectuer selon des règles bien précises. Faire un territoire, on va avoir un territoire géographique, on va le diviser en cellules selon des règles bien précises. Alors, on va aussi avoir un partage de ressources radio entre les cellules, c'est-à-dire qu'on aura des communications entre les cellules et ce qu'on va voir, ce qu'on va étudier par la suite, c'est comment faire ces communications entre cellules. Alors, la cellule, c'est considéré comme une unité géographique de notre réseau. La taille ou sa taille restera variable selon des paramètres qui sont des paramètres, premièrement, des paramètres de faisabilité, par exemple le nombre de populations, et aussi des paramètres géographiques, comme par exemple avoir des montagnes ou avoir des obstacles. La taille d'une cellule n'est pas toujours la même, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des tailles de cellules qui sont tous les mêmes, mais on va avoir un décalage entre le nombre de la taille des cellules à chaque fois que je vais avoir des circonstances, comme par exemple les circonstances géographiques. Alors, chaque cellule, chaque entité ou chaque cellule va posséder un émetteur et un récepteur. Et aussi, elle va grouper des fréquences pour chaque cellule, c'est-à-dire que chaque cellule va avoir sa propre fréquence qui ne doit pas être la même que la cellule adjacente. C'est-à-dire qu'on aura à attribuer des fréquences pour chaque cellule et cette fréquence ne doit pas être proche des autres fréquences des autres cellules pour éviter certainement des interférences intersymboles entre les cellules. On va avoir un principe qui ressemble à ça, c'est-à-dire on va diviser une zone géographique en utilisant ce principe. La topologie des cellules va être une topologie sous forme d'hexagone. Alors réellement, si je vais projeter cela sur la réalité, les cellules n'existent pas en réalité. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre par exemple un territoire comme un abat, je vais le diviser sur Terre en cellules, mais ça va être des cellules virtuelles. C'est-à-dire que je vais avoir des champs ou le champ qui va être sous forme hexagonale et ce champ va être délimité par des fréquences sous forme de rayons et sous forme aussi de l'utilisation des antennes. Et ces antennes vont me permettre de délimiter une zone géographique selon une fréquence bien précise. La taille maximale d'une cellule ne doit pas dépasser les 36 km. C'est-à-dire, ça, c'est le maximum d'une cellule. Elle ne doit pas dépasser un rayon, bien sûr, de 36 km. Alors, vous allez certainement remarquer que les cellules sont des cellules adjacentes, c'est-à-dire que la cellule 1, par exemple, aura une communication avec uniquement les cellules qui partagent les mêmes, frontières que la cellule. C'est-à-dire, par exemple, cette cellule-là aura accès uniquement à ces cellules qui sont adjacentes, c'est-à-dire avec laquelle elle partage des frontières. Mais cette cellule n'aura pas un accès direct, par exemple, ou une communication directe avec la cellule numéro 7. Ici, on ne peut pas avoir de communication, mais elle peut juste avoir des communications entre les cellules qui sont adjacentes uniquement. Alors, bien sûr, ces cellules adjacentes vont regrouper des utilisateurs. Chaque utilisateur va circuler ici
va être dans ces cellules. Et si je parle d'utilisateurs, je parle d'un groupe d'utilisateurs ou énormément d'utilisateurs. Et si je vais avoir ces utilisateurs qui vont circuler, certainement ces utilisateurs vont passer d'une cellule vers une autre. Je vais avoir ces cellules qui vont, ou ces utilisateurs qui vont basculer d'une cellule à une autre parce que on est en présence d'un réseau mobile. Alors, cet utilisateur peut se déplacer jusqu'à la cellule 3, comme il peut par exemple aller jusqu'à la cellule 2, comme il peut revenir à la cellule 7, et ainsi de suite. Alors, certainement, on doit avoir toujours des communications entre ces cellules qui vont passer le relais d'un utilisateur qui est par exemple ici, qui va passer sur le réseau ou la cellule adjacente numéro 3. Et alors, on doit passer le relais entre les cellules et avoir des communications adjacentes en matière de mise à jour des utilisateurs. À chaque fois que l'utilisateur va se déplacer dans ce réseau, on aura un passage et une communication entre ces cellules qui sont adjacentes pour le but d'offrir à chaque fois la couverture de l'utilisateur sur les cellules. Alors, avec ces cellules, vous avez des cas particuliers. Par exemple, vous avez des cellules où on n'aura pas des adjacences. Par exemple, si vous êtes en train de communiquer sur votre téléphone, et puis soudainement, vous arrivez sur un tunnel. Vous êtes en voiture, et puis vous allez arriver sur un tunnel, vous allez avoir une déconnexion du téléphone jusqu'à que vous allez ressortir du tunnel. Là, ça veut dire que la communication entre deux cellules n'est pas établie. C'est-à-dire que vous n'avez pas de frontière entre des cellules, mais vous avez une cellule qui est là et l'autre qui est là. Et entre les deux, vous n'avez pas de communication parce que vous avez un tunnel. Et ce tunnel n'a pas été équipé par une antenne pour assurer, par exemple, la communication ou la communication souterraine. C'est pour cela que vous avez certainement vécu ça, c'est que à chaque fois que vous allez passer dans un tunnel, vous avez un moment de coupure jusqu'à ce que vous ressortez du tunnel et vous allez la communication qui est rétablie. Si vous avez à ressortir du tunnel, certainement vous allez passer à une cellule fonctionnelle qui possède une couverture adéquate. Alors, j'ai dit que ces cellules sont modélisées par des hexagones, c'est-à-dire qu'ils auront la forme d'un hexagone. C'est la même chose que les cellules de l'être humain, c'est une forme hexagonale. La conception de ces réseaux cellulaires est basée sur des aspects, c'est-à-dire le nombre de cellules ou l'élargissement des cellules est soumis à trois conditions. Premièrement, c'est la topologie. Est-ce que je suis sur des obstacles, je suis en présence de bâtiments, je suis en présence de montagnes, je suis en présence des reliefs. La deuxième, c'est la densité de la population pour établir la taille de cellules entre 0,5 et 35 km au maximum. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais avoir une densité de population qui va augmenter, je vais avoir beaucoup de cellules. La taille de la cellule va se rétrécir en fonction de l'augmentation de la population. Chaque fois que je vais avoir une zone qui est peuplée, je vais avoir une cellule rétrécie, c'est-à-dire qui peut aller jusqu'à 0,5 km. Si je suis avec un nombre de population qui est très faible, comme par exemple les régions du sud, où vous avez un nombre de population qui est faible, on peut élargir le nombre de cellules et arriver jusqu'à 35 km par cellule. C'est tout dépend de la densité de la population dans une zone géographique. L'autre condition, c'est que deux cellules adjacentes ne peuvent utiliser deux fréquences similaires afin d'éviter les interférences. Et ça, c'est très basique dans le traitement de signal parce que
chacun de ces cellules doit avoir sa propre fréquence. Sinon, on va avoir, ça c'est une fréquence, par exemple une, ça c'est une fréquence 2, ça c'est une fréquence 3. Sinon, on va avoir une interférence entre ces fréquences et vous allez avoir un bruit énorme lorsque vous allez faire vos communications téléphoniques ou dans le transfert de la voix, dans le transfert des données. Vous allez avoir énormément de problèmes si vous allez utiliser des fréquences qui sont très proches ou similaires entre les cellules. C'est pour cela qu'on doit avoir des cellules qui sont décorrélées. On va avoir des cellules qui possèdent des fréquences qui sont très loin, qui sont éloignées l'une de l'autre, afin d'éviter l'interférence intersymbole et éviter le chevauchement des fréquences et le chevauchement des signaux dans notre réseau. Alors ici, vous avez un exemple d'utilisation ou de répartition des cellules. Vous allez avoir par exemple des cellules ou le nombre de cellules dans une zone urbaine. Et là, vous allez remarquer que le nombre de cellules va être très grand. Parce que je suis dans une zone urbaine et cette zone urbaine sera plus peuplée certainement. Si je vais avoir des bâtiments, je vais avoir des gens, alors le nombre de cellules va augmenter parce que le nombre total d'utilisateurs va augmenter dans chaque cellule. On a besoin d'avoir énormément d'infrastructures, parce que si je vais dire cellules, ça va faire avec les antennes, les stations, les équipements qui vont avec. La cellule, ça représente tout un réseau et tout un équipement qui est derrière, c'est-à-dire que ça sera coûteux si je vais augmenter le nombre de cellules. Alors, dans une zone urbaine, je vais avoir énormément de cellules parce que je vais avoir énormément de population. Chaque fois que la population va augmenter, je vais avoir le nombre de cellules qui va augmenter avec. Mais si vous allez, par exemple, aller dans une zone suburbaine ou un axe routier, vous allez avoir un élargissement de votre cellule. À chaque fois que vous allez avoir ça, vous allez avoir un une zone suburbaine où vous allez avoir une diminution de nombre de population. On va élargir nos cellules en fonction du nombre d'utilisateurs. On peut avoir aussi des cellules qui sont très grandes, qui peuvent occuper la taille maximale des cellules, c'est-à-dire 35 km. Et là, c'est dans des zones rurales. Vous avez des zones rurales qui sont pas très occupées. Vous avez des zones, par exemple, sahariennes ou autres. Alors, vous allez trouver des cellules avec un élargissement de 35 km. Alors, l'élargissement de la cellule implique la diminution du niveau de service. Parce que imaginez ici avec une zone urbaine, vous allez avoir chaque cellule qui va posséder une antenne, par exemple. Chaque cellule avec une antenne. Alors là, vous allez avoir toute cette zone avec une seule antenne, par exemple. Et là, je vais avoir une diminution de qualité de service et les réseaux d'opérateurs vont focaliser sur la population. Là où il y a la population, vous avez une concentration des équipements parce que vous allez avoir ces réseaux qui vont essayer d'offrir une qualité de service meilleure pour les utilisateurs qui sont dans des zones urbaines. Mais à chaque fois que vous allez sur des zones un peu qui sont moins peuplées, on va avoir une diminution de la qualité de service. Et en conséquence, si je vais avoir une diminution de la qualité de service, je vais avoir une augmentation de la taille de la cellule. Et si je vais augmenter la taille de la cellule, je vais certainement diminuer le nombre d'équipements utilisés dans cette zone. Au lieu d'avoir, par exemple, dans une zone géographique qui possède, par exemple, 15 antennes, on va avoir uniquement une seule antenne. Si on va faire une comparaison, par exemple, entre la ville de Annaba
Et la ville, par exemple, de Tamanrasset, on aura, par exemple, je n'ai pas les statistiques, mais on aura certainement la ville de Annaba qui possède 10 fois plus d'antennes que Tamanrasset, ou peut-être plus, parce que Annaba, elle est plus peuplée par rapport à Tamanrasset. Et puis, on aura à diviser Annaba en plusieurs cellules. Le nombre de cellules sur Annaba va être augmenté par rapport à la ville de Tamanrasset, qui aura des cellules avec la taille maximale de rayon de 35 km, voire plus. Et vous allez avoir une diminution sur Tamanrasset du nombre d'antennes, et en conséquence, vous allez avoir une couverture qui sera diminuée par rapport à la ville de Annaba, qui aura une population beaucoup plus importante et un nombre de cellules beaucoup plus important, et en conséquence avoir des antennes et des équipements qui vont avec, qui sont très performants en matière de qualité de service. Alors, je vais m'arrêter ici. Ça, c'est le principe de base. À la séance prochaine, Inch'Allah, on va décortiquer ces composants, notamment les BTS, les stations et autres. Et on va essayer de décortiquer aussi les technologies liées à ces réseaux cellulaires. Alors, vous avez la parole si vous voulez intervenir ou poser des questions.